Allô tout le monde, bon jeudi à ceux et celles qui regardent en direct. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis journaliste et animateur à Week-end Radio et notamment pour Jeunes Explos depuis maintenant bientôt 3 ans. On entame la 20e édition cette année. Jeunes Explos qui est un organisme sans but lucratif. On aide les jeunes à trouver des idées pour leur carrière, à s'orienter dans toute cette jungle-là, sans leur mettre de pression évidemment, mais on agit comme un guide, un meilleur ami. Et on offre également des opportunités, des occasions d'avoir des stages d'un jour disponibles avec des informations sur les pages de Jeunes Explos, réseaux sociaux. Et on organise aussi des webinaires comme à Je m'oriente en live aujourd'hui. Et c'est la semaine des transports. Donc, un gros merci en passant à notre partenaire, parce que c'est grâce à nos partenaires qu'on peut organiser des semaines thématiques comme celle-ci. Merci à notre partenaire qui est le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, communément appelé MDQ, aussi pour ceux et celles qui sont plus familiers avec cette abréviation-là. Si vous avez des questions pour Marc, qui est notre invité, notre mentor aujourd'hui, il n'y a pas de questions niaiseuses. Au contraire, ça peut être absolument n'importe quoi. Marquez-les. Je vous invite dans le bas en direct. Là, vous inscrivez votre question. Vous cliquez sur Entrée et moi, je vais faire le relais avec Marc Fortin, qui est commandant de bord, spécialisé comme en avion d'affaires. Merci d'être avec nous à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Marc, on a dit qu'on allait se tutoyer aujourd'hui. Oui, C'est 30 minutes familier. Ça passe très, très rapidement. Je voulais savoir, pour toi, personnellement, c'était quoi l'importance de venir nous parler à Jeunes Explos de ton emploi et de ton domaine? on va commencer à bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Ben, c'est important parce que j'ai fait régulièrement par les dernières années des rencontres là, dans des salons carrière puis des trucs du genre. Puis je vois qu'il y a un certain engouement. Fait que d'avoir ce nouveau type de plateforme-là pour rejoindre le plus de personnes possible, pour leur donner une idée de à quoi peut ressembler la carrière. Là, j'ai personnellement des jeunes adolescents qui se posent des questions sur leur avenir et qui se cherchent. Ça fait que je peux en profiter pour parler de moi, qu'est-ce que je connais du pilotage et de l'industrie de l'aviation. Et parlons-en justement, commandant de bord, on imagine un pilote dans un avion quelconque, c'est l'image qu'on a. Je me rappelle les voyages que je faisais avec ma famille, mes parents, mes frères. Ben, Oui. t'imagines ça, mais j'imagine aussi que c'est beaucoup plus. Je sors dans vos mots, c'est quoi exactement un commandant de bord et c'est quoi exactement un commandant de bord en avion d'affaires? Bon, le commandant de bord dans un avion, c'est celui qui a comme toutes les responsabilités de s'assurer que tout va bien fonctionner. Sur un bateau, on appelle ça le capitaine. Dans l'aviation aussi, on va souvent dire capitaine et copilote. Moi, je travaille au service aérien gouvernemental, une branche du ministère des Transports. Nous, au ministère, ben, le terme qui a été nommé, c'est un peu le même qui est dans la réglementation, c'est commandant de bord. Fait que ça veut dire les responsabilités qu'on a, on les partage avec notre collègue de travail, le copilote. Mais c'est quand même nous qui avons la dernière décision là, pour, dépendant de la météo, décider si on part ou si on part pas. Des fois, le chargement de l'avion, parce qu'il y a des choses, il y a des poids à respecter avant de pouvoir faire décoller un avion. Fait que c'est ça, c'est l'ensemble des responsabilités là, qui fait que il doit y avoir dans l'avion quelqu'un qui est le dernier à qui on va poser une question, puis le vol va-tu pouvoir se passer ou pas. Donc, il y a le pilotage, mais il y a toute la préparation aussi. C'est Mais vraiment qui est tout aussi l'organisation. importante de ce que je viens de parler, c'est des décisions qu'on prend souvent avant de partir. Puis plus tard, une fois en vol, ben, c'est sûr il y a aussi d'autres décisions là, à prendre. S'il arrive des choses, s'il arrive des changements, s'il arrive des bris, qu'est-ce qui va se passer? On en parle en équipe. Puis après ça, on applique les décisions qu'on va prendre en gang. C'est intéressant aussi parce que j'imagine qu'il n'y a pas une journée qui est pareille ou une semaine qui se ressemble. On va dire, par exemple, cette semaine, tiens, ça ressemble à quoi votre horaire, de l'arrivée au Ben, départ? Parce que c'est pas de routine cette, vraiment, cette j'imagine. semaine, j'ai un horaire particulier, euh, en ce sens que je reviens d'une formation au simulateur à chaque année. euh, sur le type d'avion que je vole. Puis c'est même à partir de tous les avions qui pèsent plus que 12 000 livres. On doit être formé dans un simulateur pour être capable là, de vivre
personnellement, plus intensément, les différentes pannes de l'avion pour mieux le connaître, qu'est-ce qui va arriver. Fait que j'ai été passer 4 jours en Arizona parce que c'est là qu'il y a un simulateur qui permet de s'entraîner sur le type d'avion qu'on a. Donc, mes 4 derniers jours, c'était de vivre des pannes moteurs, de vivre des pannes électriques, d'avoir toutes sortes de problèmes dans un avion en simulation pour mieux me préparer à quand on va arriver dans l'avion pour de vrai. Pour de vrai, ça arrive à peu près jamais. C'est comme en auto. On ne fait pas des accidents toutes les fois qu'on conduit ou il n'y a pas toujours un petit glitch, mais il faut être prêt, il faut avoir l'esprit préparé à prendre des décisions. Puis l'aviation, il y a quand même plusieurs boutons, il y a quand même plusieurs systèmes dans un avion. Il y a des listes de vérification pour nous guider à faire chacune des différentes étapes pour se sortir du pétrin. Mais il faut apprendre à les connaître, ces listes-là. Puis c'est pas un livre de chevet intéressant, une grosse liste de vérification de 200-300 pages. Fait pour ça qu'on va s'entraîner à les lire, à les savoir, puis à bien travailler avec. Connaître nos outils de travail, autant l'avion que la documentation qui vient avec. Ça, c'est plus dans la semaine comme actuellement de simulation, de formation. On va dire une semaine régulière là, où c'est beaucoup de. Ben, ouais, c'est ça. Ça, c'était ma dernière semaine, comme ta question. Mais dans la semaine avant de partir, j'ai fait ce que nous, on appelle, j'ai fait une fois, ce que nous, on appelle la navette. C'est un service au sein du service aérien où on prend des patients qui ont été amenés à Québec pour avoir des examens médicaux, puis on les retourne chez eux dans les différentes régions du Québec. Et puis, on en prend d'autres pour les amener vers les grands centres où il y a des spécialistes pour qu'ils puissent avoir des rendez-vous avec des médecins puis régler le problème de santé. Fait que quand j'ai fait ça, il y a pas dimanche cette semaine, l'autre d'avant, on a eu 8 ou 9 destinations là, sur la côte nord du Québec, puis en Gaspésie, toutes dans la même journée pour aller se promener avec ces différents patients-là. On a rencontré toutes sortes de conditions. Il y a une place où ça se peut qu'il neige, puis là, ben, faut voir faut être préparé d'avance parce que un avion, ça peut pas voler avec de la neige, c'est pas recommandé. Fait qu'il faut se faire dégivrer, il faut enlever la neige, il faut se faire anti-givré qu'on appelle, là, c'est mettre des produits sur l'avion pour que la neige ne colle pas sur les ailes et que ça soit vraiment sécuritaire de voler. Il y a d'autres Ça, c'est places où on pas va juste arriver, il va y avoir comme du l'espèce de vent. windshield qu'on met sur la voiture. Là. C'est vraiment c'est plus élaboré. Ouais, mais l'affaire, c'est que c'est un peu comme ça, sauf que c'est un produit liquide qui va s'en aller au fur et à mesure que l'avion va aller vite. Tout comme on part pas avec la toile qu'on met sur le windshield de l'auto, on l'enlève avant de partir, ben nous aussi, il faut que ça puisse être enlevé. Mais la façon de l'enlever, ben, c'est que c'est un produit liquide qui va partir avec le vent au fur et à mesure qu'on va accélérer sur la piste pour décoller. Et bon, c'est quand même un métier qui est fascinant aussi. Tu sais, je trouve que c'est dans les métiers Oui, euh, quand même classiques. Quand on est jeune, on dit pompier, policier, pilote, professeur. Tu sais, pilote. ça rentre dans ces métiers-là. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi, vous, qui a piqué votre curiosité, en fait, toi, Marc, dans ce domaine-là pour devenir commandant de bord, pilote, tu sais, c'était quoi la première étincelle? Bah, moi, j'ai eu la première étincelle un petit peu tôt parce que mon père aimait l'aviation puis qu'il y avait un avion pour lui. Fait que dès que j'ai eu, pas dès que j'ai eu 6 ans, mais quand j'avais 6 ans, mon père avait un avion, puis il m'a amené faire des tours d'avion. Fait que évidemment que, veux pas, ça donne une piqûre. Au début, je m'enlignais pas vers ça comme carrière, parce que dans les années 90, c'était plus difficile de devenir pilote puis d'en faire une carrière. Fait qu'on a, j'ai fait des études, je suis devenu ingénieur mécanique, mais j'avais toujours la passion un peu de l'aviation. Je m'intéressais toujours à ça.
Puis j'ai fait les cours pour avoir les licences de pilote au travers de mes études universitaires. J'ai travaillé un petit peu comme ingénieur, mais par après, la passion l'a emporté, puis j'ai changé complètement de carrière pour devenir pilote d'avion. Ça, Ça doit ça être arrive une doucement fois de temps papillon. en temps. On n'a pas juste un métier dans la vie. On peut avoir plusieurs chances de faire les choses qui nous passionnent. J'ai travaillé dans des compagnies où la personne assise à côté de moi, c'était quelqu'un qui était médecin, mais pour l'instant, elle vivait sa passion d'aviation. Puis je sais que ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. Je sais que cette personne-là est retournée à la médecine, mais elle a quand même pris le temps de vivre une carrière d'aviation durant une portion de sa vie. C'est intéressant quand même dans ton cas de l'ingénierie, tout ça. Il y a un lien, là, il y a de la mécanique, j'imagine qu'on n'est pas dans le champ gauche, mais c'est l'influence de la famille aussi, de proches qui Ouais. avaient un intérêt pour ça, ça se transmet aussi. Puis j'aimerais savoir aussi le moment où, Marc, tu as su que c'était fait pour toi. Là, on ne parle plus des études ou d'intérêt même, mais parce qu'on peut commencer, puis finalement, on se rend compte que c'est pas comme si je l'imaginais. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es encore commandant de bord, pilote, puis t'aimes encore ton métier à ce jour? Il y a eu différentes influences. J'ai fait partie des cadets de l'air dans ma jeunesse. J'ai eu une licence de pilote de planeur. Ça, c'est un truc vraiment formidable, là. C'est comme être en vélo, tu es tout seul dans le vent, mais dans le ciel à voler. Et puis, ensuite de ça, j'ai poursuivi avec une licence de pilote d'avion. Puis, à un moment donné, dans ma vie, j'ai dû arrêter de voler pour donner une priorité à l'emploi que j'avais à ce moment-là. Mais au bout de quelques années, là, je me suis rendu compte que ça me manquait. Être dans le ciel, voler, voir le paysage différemment, là, ça manquait. Fait que j'ai remis des efforts à redevenir qualifié pour voler. Puis j'ai eu la chance d'avoir un ami qui travaillait dans une compagnie aérienne déjà, qu'à un moment donné, il m'a appelé pour me dire si tu veux vraiment recommencer à voler, là, on était un vendredi soir, il m'a dit je sais que lundi matin, là, il y a un gars à une place qui laisse sa job, il va avoir une place de pilote disponible. Si tu la veux, voilà le numéro de téléphone. Puis ma carrière a commencé là. T'as Lundi appris. matin, j'ai laissé le temps au gars de démissionner, puis j'ai appelé, puis j'ai rencontré les gens, puis j'ai eu la job. Et depuis ce temps-là, je gagne ma vie en aviation. Fait que les amis, les contacts, les gens qu'on connaît dans ce domaine-là, c'est une très grande ressource pour aider, à garder la passion. Je veux pas, on finit toujours par parler de qu'est-ce qu'on aime dans la vie. Puis deux, de réussir à progresser, à avancer, à vivre des nouvelles choses. Ça fait partie de l'expérience de vie aussi, quand même. Puis, justement, les cours, j'imagine, on commence pas à piloter, à être commandant de bord tout de suite. Je veux savoir comment ça Non. fonctionne. Est-ce que c'est un nombre d'heures, de la théorie? Comment toi, tu as Chaque, pris les cours? chaque compagnie a des minimums d'expérience à respecter. Mais évidemment qu'il y a toujours une première étape à tout, comme quand on veut aller se chercher un permis de conduire, ben on a un cours de conduite à faire qui nous amène à un permis probatoire, puis après ça, à un petit permis, puis après ça, un vrai permis, puis plus tard, si on veut travailler, ben il faut aller se chercher des nouvelles classes. Dans l'aviation, c'est un peu la même chose. On commence par un permis d'élève pilote qui va nous permettre de suivre des cours de pilotage. Ensuite de ça, on va avoir un permis de pilote privé qui va commencer à nous permettre de voler par nous-mêmes avec un avion qu'on possède ou qu'on loue. Ça ne dérange pas. Pour amener des gens, leur faire profiter de notre nouvelle, euh, notre nouvelle passion. Ensuite de ça, si on veut travailler, ça prend la licence de pilote professionnel.
Cette licence-là, là, on peut juste l'avoir à partir de 200 heures d'expérience de vol. Puis l'expérience de vol, ben, on la compte tout le temps, toutes les fois qu'on va faire de l'avion. Tout est basé là-dessus, les heures de vol. Puis ensuite de ça, ben, avec cette licence professionnelle-là, on a des emplois, on travaille un peu à continuer à monter notre expérience sur différents types d'appareils. Puis, à un moment donné, on devient éligible à la licence de pilote de ligne. La licence de pilote de ligne, elle, c'est celle qui débloque toutes les portes pour réussir à finir par devenir, comme moi, là, un commandant de bord. Sa particularité, c'est qu'elle permet d'être commandant de bord sur un avion en multi-équipage. J'en aurais pas de besoin sur un petit avion ordinaire de 10 passagers et moins de cette licence-là, mais dès qu'il y a 10 passagers et plus, puis que le manufacturier dit il faut être 2 et plus dans cet avion-là pour que ce soit sécuritaire, ben, la personne qui est commandant de bord doit avoir une licence de pilote de ligne. C'est la réglementation internationale qui dit ça. Fait que pour moi, dans mes fonctions présentement, ben, je dois avoir cette licence-là, la licence de pilote de ligne. Évidemment qu'il faut être bon en anglais parce que on a des communications à faire, on a des autorisations à prendre, on a des instructions à suivre. Puis un avion, plus c'est gros, plus ça va vite, plus tu couches loin de la maison. Puis l'anglais, ben, il y a ça partout autour de Nécessaire. nous, là. Qu'on aille dans le reste du Canada, qu'on aille aux États-Unis, en Europe, dans les îles. C'est l'anglais, la langue de l'aviation. J'en profite pour dire, il reste une dizaine de minutes. Si vous avez des questions, sur celles qui regardent en direct, mais sinon, c'est en rediffusion, ça va être sur Internet si jamais perdu. Mais pour Marc Fortin, qui est commandant de bord, avion d'affaires, là, on a un partenariat avec le MTQ. Si vous avez des questions pour Marc, allez-y, je les mets en priorité. Vous les inscrivez dans le bas de la boîte de discussion. Moi, je fais le relais avec grand plaisir. Je veux savoir justement, Marc, parce qu'on visite, des fois, c'est comme, moi j'appelle ça le stéréotype du bac en géographie. Là. On dit on va aller étudier en géographie, on va voyager partout. Finalement, on se rend compte que c'est pas vraiment ça. Mais quand on est commandant de bord, que ce soit transatlantique, que ce soit que le Québec, que ce soit partout dans le monde, est-ce qu'on a le temps de visiter un petit peu les endroits? Oui et non. Ça dépend du style de carrière que tu choisis. Euh, Exemple, présentement, je suis commandant de bord au service aérien pour les avions d'affaires. Les avions d'affaires, c'est juste un format d'avion. Les missions principales qu'on fait, c'est des évacuations aéromédicales. Ben, une évacuation aéromédicale, on part de Québec, on s'en va quelque part chercher quelqu'un qui est malade, puis on prend cette personne-là, puis on l'amène dans un grand centre, Montréal ou Québec. Fait que quand je suis à l'extérieur de Québec, je vois l'aéroport où je suis pour une quinzaine de minutes. Puis après ça, je suis reparti. Et que je visite pas beaucoup mon Québec comme ça. Par contre, il y a toutes sortes de branches dans l'aviation. Bon, ça a fait les nouvelles récemment. On a vu les gens, de la feu, les avions citernes du gouvernement, Californie. nos beaux CL 415 jaunes, les rouges, qui faisaient la une en Californie pour aider pour les feux à Los Angeles. Ben, ces gens-là passent un mois à Los Angeles. Fait que oui, il y a des périodes où ça vole pas, ça brûle pas. Ils peuvent avoir l'occasion de visiter. Si vous décidez de devenir pilote corporatif, parce qu'il y a des entreprises qui ont des avions spécifiquement pour eux autres, pour visiter leurs différentes usines ici et là autour de la planète, ben, si ça part, exemple, de Montréal pour aller vers le Texas, parce que les propriétaires de l'entreprise ont des réunions pour 2, 3 jours, ben, vous allez suivre les propriétaires de l'entreprise, vous amenez l'avion là-bas au Texas, vous restez au Texas 2, 3 jours pour attendre les propriétaires. Ben là, vous pouvez visiter,
apprendre à connaître la place, puis après ça, vous revenez. Si vous êtes dans les lignes aériennes, ben là, les lignes aériennes, il y a des fois que ça va être des journées chargées, comme les journées que je parlais tantôt de la navette. Euh, ça se peut que vous fassiez Montréal, Toronto, Winnipeg, puis à chaque place, vous attendez que les passagers débarquent, on met de l'essence, on rembarque des passagers, puis on continue à la prochaine place. De cette façon-là, on ne visite pas nécessairement, sauf s'il y a un coucher quelque part qui dure assez longtemps. Par contre, tantôt, on disait plus ça va vite, plus ça va loin. Ben, si on part de Montréal, qu'on s'en va à Paris, ben, notre journée de travail a été longue. Ça nous prend une certaine période de repos. Là, vous avez des chances d'avoir peut-être un 24 heures à Paris. Si vous faites ça 3-4 fois dans le mois, ben, vous allez venir à bien connaître Paris. Puis après ça, ben, vous demandez d'aller visiter une autre ville. Puis On peut ça aller peut. monter une couple de fois dans la Tour Eiffel quand même dans tout C'est ça. ça. Fait que, dépendant de l'orientation de carrière qu'on veut, parce que chacun a sa spécialité. Personnellement, je suis bien à Québec, j'ai pu élever une famille en rentrant chez nous à tous les soirs. Ceux qui sont plus jeunes, qui aiment voyager, ben, être rendu en Europe 3-4 fois par mois, ça peut être vraiment agréable aussi. Oui, puis Fait que, justement, ça m'amène à parler, Marc, des conditions, sans aller dans l'indiscret comme le salaire exact, je veux pas savoir ça, mais pour des jeunes qui veulent devenir commandant de bord, être pilote, bref, travailler dans le transport aérien carrément, dans la cabine, comme on dit, comment vous évalueriez les conditions? Est-ce qu'en général, il y a de la place pour les jeunes, le salaire? Est-ce qu'on est il y a, baqué, comme on dit? il y a de la place pour les jeunes. Les salaires sont en amélioration. Ça a été longtemps une industrie où la porte d'entrée était moins bien payée. Puis, il y avait beaucoup, il fallait travailler fort. Il faut toujours travailler fort parce que plus l'avion est petit, plus on est un peu par soi-même. Là, je vais reprendre un exemple avec un auto. Si vous avez un auto avec 4 passagers ou une minivan à 6 passagers, c'est facile de faire les bagages soi-même pour l'ensemble de vos amis. Puis vous partez en camping, ben, à la gang, à 3-4, vous allez réussir à pacter l'auto. Ben, c'est la même affaire avec un petit avion à 2, pilote, copilote, puis les passagers, ils vont vous aider à affecter l'avion, puis on est parti. Fait que il y a plus de travail physique sur les petits vols, mais les destinations sont tout aussi intéressantes. Puis quand arrivent les lignes aériennes, ben là, ça devient le travail d'équipe. Parce que pour accueillir entre 100 et 300 personnes, ben, 2 personnes, c'est pas assez. Puis l'avion, il est plus gros, il y a plus de systèmes, c'est plus de gestion. Fait que là, on se partage les tâches. Les gens du poste de pilotage travaillent à la préparation du vol. Les gens de la cabine travaillent à l'accueil et à la sécurité des passagers. Les gens à l'extérieur vont travailler au chargement puis au déchargement puis à l'essence. Ça fait que là, plus on grossit l'avion, plus on grossit l'organisation, plus ça devient un gros travail d'équipe qui fait que, aussi dans l'aviation, ben oui, il y a le pilotage. Moi, c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Mais on n'est pas obligé de juste aimer le pilotage pour aimer l'aviation parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'ensemble de cette industrie-là, vu que ça prend des équipes pour faire voler des avions. Tu as dit, Marc, justement, aimer son métier. Genre, toi, en tant que commandant de bord en avion d'affaires, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant dans la job, comme on dit? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'as pas l'impression d'aller travailler nécessairement? C'est comme un loisir qui paye très bien. Tu sais, je ne sais pas si tu comprends ma question, mais qu'est-ce qui fait en sorte que... Ouais, oui, je comprends. Euh, bon, présentement, là, c'est de bon, je sauve pas des vies à tous les jours, mais ça arrive que je sais qu'on peut avoir fait la différence pour quelqu'un. Nous, au service aérien, en faisant des évacuations aéromédicales. Fait que
Ça, c'est vraiment ce que j'aime, là. Puis, ça garde un petit côté aussi actif, imprévisible, parce que dans ma tâche présentement, je suis un ambulancier du ciel. Fait que je travaille sur appel. Je sais durant la journée quelles sont mes périodes d'appel, mais au moment où l'appel sonne, j'ai une demi-heure pour être à l'aéroport, j'ai une heure pour être décollé, puis je sais juste au moment où le téléphone sonne où je m'en vais. Fait que là, ça devient toute l'imprévisibilité c'est pas de la nouveauté parce qu'on travaille au Québec, on est un service pour la population québécoise, mais il y a toujours le où on s'en va, puis après ça, ben, dépendant de comment la journée évolue, on peut avoir la surprise en vol de recevoir un téléphone, puis les gars, les filles, là, il vient de se déclarer quelque chose ailleurs. Vous vous en allez pas tout de suite à Montréal porter le patient que vous avez. Vous vous en allez ailleurs, vous en prenez un autre, puis après ça, vous irez Ouais. à Parce Montréal. qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, comme les feux à Los Angeles, par exemple, les 5 brasiers, c'est très ardu. Je vois déjà le temps qui avance. Marc, il reste 2 minutes. J'en profite. Si vous avez une question pour Marc, allez-y. Mais je terminerai en vous demandant, en te demandant, ce serait quoi ton conseil, Marc, pour les jeunes qui nous regardent à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos, qui soit veulent devenir commandant de bord en avion d'affaires, peu importe, ou juste qui sont curieux d'en apprendre un peu plus sur ton métier? Si vous êtes curieux d'en apprendre, il y a toutes sortes de choses en ligne. Si vous voulez si vous voulez aller voir pour avoir les écoles, bien, ça se fait du côté du cégep, autant en public qu'en privé. En public, il y a le CQFA du cégep de Chicoutimi qui donne les cours de pilotage. Dans le privé, dans la région de Québec, je sais que c'est le Collège Mérici qui a les cours. Il y en a un autre, un ou deux à Montréal, mais je ne me rappelle pas des références. Par contre, ce que je vous dirais, c'est impliquez-vous dans vos études si vous voulez le faire et faites-le sur une base régulière, c'est-à-dire mettez pas de trou entre les études parce que vous allez venir à soit perdre la passion ou à perdre le momentum. Présentement, l'aviation a un certain boom, il y a de la place, c'est une belle carrière. Puis ça prend une couple d'années pour étudier, puis après ça, une couple d'années, monter son expérience. Dans 10 ans, on ne sait pas comment ça sera, fait que C'est le moment. lâchez-vous, allez-y, Bien. donnez-vous à fond dans ce que vous voulez faire. C'est très bien dit. Merci beaucoup. Marc Fortin, commandant de bord en avion d'affaires. Merci pour ton temps. Merci à tous ceux et celles qui étaient présents en direct à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Je réitère que c'est sur Internet. On peut l'envoyer à des amis, des proches qui seraient intéressés par le domaine de devenir commandant de bord, par exemple. Gros merci à notre partenaire qui est le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, qu'on appelle communément MTQ. C'est grâce à nos partenaires, je le dis encore une fois, mais qu'on peut faire des belles rencontres comme celle d'aujourd'hui avec Marc Fortin. Merci beaucoup, Marc. Merci à Maud à la technique. Je souhaite à tous une belle journée. Merci Thomas, au revoir tout le monde.